Partie 19 de l'art de vivre. Le jugement et la décision. Prendre une décision semble, en apparence, être un simple acte de volonté, choisir entre deux directions, dire oui ou non, avancer ou attendre. Pourtant, dans le cerveau humain, ce geste apparemment banal mobilise une architecture complexe où se mêlent mémoire, émotion, habitude et calcul conscient. Chaque choix est le résultat d'un dialogue invisible entre plusieurs régions cérébrales qui coopèrent ou s'opposent selon la situation, l'urgence ou l'état intérieur du moment. Les neurosciences ont montré que le jugement n'est pas une opération isolée, il s'inscrit dans une dynamique globale du vivant, comparable à un écosystème où différents systèmes d'évaluation cherchent un équilibre. L'humain décide rarement par pure logique. Il évalue, ressent, compare, imagine les conséquences et anticipe la réaction d'autrui. Ce processus, même lorsqu'il paraît rapide, mobilise simultanément la mémoire à long terme, le système émotionnel limbique et le cortex préfrontal, siège de la planification et du contrôle. Ce qui paraît spontané est donc souvent le fruit d'un long apprentissage incorporé. Lorsque l'on dit « je sais ce qu'il faut faire », on parle d'une intuition forgée par des milliers d'expériences antérieures. L'intuition n'est pas une illumination magique, c'est une reconnaissance immédiate de schémas déjà vécus. Le cerveau compare la situation présente à une base de données internes construite au fil du temps, il trouve des ressemblances, active des circuits familiers et déclenche une réponse avant même que la pensée consciente intervienne. Cette rapidité a longtemps été un avantage vital. Dans la nature, la survie dépendait d'une évaluation immédiate, fuir, attaquer ou rester immobile. L'humain moderne porte encore cette architecture ancestrale. Dans un bureau, au volant ou devant un écran, il réagit avec les mêmes mécanismes qu'un chasseur guettant un bruit dans la forêt. Son jugement rapide repose sur la reconnaissance de formes, de visages, de signaux émotionnels, un ton de voix, une posture, une lumière. Mais ce système, efficace dans un environnement stable, devient fragile dès que les repères changent. L'habitude, qui économise du temps, peut tromper. Le conducteur expérimenté, sûr de lui, commet une erreur sur une route familière parce qu'il agit sans vigilance. Le professionnel aguerri, confiant dans ses routines, applique d'anciennes solutions à des situations inédites. L'intuition, dans ce cas, ne voit pas le changement de contexte, elle répète un geste appris dans un décor différent. Le jugement humain est donc toujours un compromis entre vitesse et précision. Deux voies principales coexistent, l'une rapide, automatique, intuitive, l'autre lente, analytique, délibérée. Cette distinction, observée dans les recherches contemporaines, correspond à deux modes de traitement de l'information, le système heuristique et le système réfléchi. Le système heuristique agit presque sans effort conscient. Il utilise des raccourcis mentaux, appelés biais cognitifs, pour évaluer vite. Il est utile dans la majorité des décisions quotidiennes, traverser la rue, comprendre une expression faciale, sentir qu'une situation est dangereuse. Mais il peut aussi conduire à des jugements hâtifs, fondés sur des apparences trompeuses. Le système réfléchi, lui, demande davantage d'énergie. Il engage la mémoire de travail et le cortex préfrontal, cette partie du cerveau située derrière le front, responsable du raisonnement et de l'anticipation. Il compare, hiérarchise, simule les conséquences possibles. Ce système est lent, mais il permet de désactiver les automatismes lorsque le contexte l'exige. L'équilibre entre les deux détermine la qualité d'une décision. Sous stress ou fatigue, le système rapide prend le dessus, l'organisme cherche à économiser de l'énergie. Les émotions fortes réduisent alors la disponibilité du raisonnement, les signaux du corps, rythme cardiaque, respiration, tension musculaire, influencent directement la clarté du jugement. Les études en neuroimagerie ont montré que, sous pression, le cortex préfrontal se désactive partiellement, tandis que l'amygdale, centre de la peur et de la réaction immédiate, prend le contrôle. Cette bascule explique pourquoi tant de décisions regrettées ont été prises à chaud. Lorsque la peur ou la colère monte, le cerveau revient à un mode archaïque, agir d'abord, réfléchir ensuite.
L'esprit fonctionne alors comme un organisme menacé, il cherche la survie, pas la justesse. Pour retrouver un jugement équilibré, il faut recréer les conditions qui favorisent la lucidité, calme intérieur, respiration lente, temps de recul. Des expériences menées sur la charge mentale montrent qu'une simple pause, une marche ou quelques minutes de silence suffisent à réactiver les circuits du raisonnement conscient. La qualité d'un jugement dépend donc moins du savoir que de l'état intérieur au moment où il est formulé. Un cerveau saturé d'informations, fatigué ou soumis à des interruptions constantes, perd sa capacité d'évaluation. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, chaque choix, même minime, consomme une portion de ressources cognitives. À la fin d'une journée remplie de décisions, l'esprit devient plus impulsif, moins tolérant à l'incertitude. C'est pourquoi de nombreuses personnes prennent de meilleures décisions le matin que le soir, ou après avoir mangé que lorsqu'elles sont affamées. Le métabolisme influence la clarté mentale. Le jugement est donc un acte à la fois psychologique, biologique et énergétique. Il dépend du sommeil, de la glycémie, du stress, de la lumière, du bruit ambiant. Un cerveau privé de repos devient mécaniquement plus rigide, il se raccroche à ses automatismes, comme un pilote qui volerait en mode automatique pour éviter l'erreur. Mais le vrai risque du jugement automatique n'est pas seulement l'erreur, c'est la perte de conscience de juger. Lorsqu'on agit par habitude, on cesse d'interroger ses choix, on se confond avec eux. L'esprit se ferme à la nuance et au doute, pourtant indispensable à la lucidité. Le doute, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité une forme de vigilance cognitive. Il indique que les deux systèmes intuitifs et réfléchis dialoguent encore. L'intuition propose, la raison vérifie, puis l'expérience affine. Lorsque ce dialogue s'interrompt, l'un des deux prend le contrôle total, l'intuition sans raison devient impulsion, la raison sans intuition devient paralysie. Pour comprendre ce mécanisme, il faut voir la décision non comme un point, mais comme un processus dynamique. Entre la perception d'une situation et l'acte final, plusieurs étapes s'enchaînent, perception, interprétation, émotion, raisonnement, action, évaluation. À chaque étape, des filtres émotionnels et culturels modulent l'interprétation. Ce que nous appelons « jugement » n'est donc jamais purement individuel, il résulte d'une interaction entre l'organisme, son histoire, et le contexte social dans lequel il s'exprime. Ainsi, le même fait peut être jugé différemment, selon l'état interne du sujet ou les normes de son environnement. Ce qui paraît rationnel à un individu dans un cadre donné, peut sembler aberrant à un autre ailleurs. Le jugement humain n'est pas universel, il est contextuel, il dépend de l'expérience, du cadre culturel, du langage et du niveau d'émotion présent au moment de la décision. Cette relativité n'enlève rien à sa valeur, elle rappelle simplement que le cerveau humain ne recherche pas la vérité absolue, mais la cohérence interne. Une décision est jugée bonne lorsqu'elle s'accorde avec les valeurs, les émotions et les attentes du sujet. C'est pourquoi, même après un choix objectivement discutable, l'esprit tente de le justifier, il réécrit l'histoire pour maintenir une cohérence psychique. Ce phénomène est appelé dissonance cognitive. La dissonance cognitive agit comme un mécanisme de protection. Lorsque nos actes contredisent nos convictions, le cerveau éprouve un inconfort qu'il cherche à réduire. Il modifie alors la perception de l'événement ou les croyances associées pour retrouver une harmonie intérieure. Ce processus, inconscient dans la plupart des cas, influence fortement les jugements futurs, on tend à reproduire des choix semblables pour ne pas raviver la contradiction. Comprendre cela permet d'expliquer pourquoi certaines personnes persistent dans des décisions manifestement défavorables, elles défendent moins le choix lui-même que la cohérence de leur identité. La prise de décision engage donc bien plus que le raisonnement, elle touche l'image que chacun se fait de soi, la peur de l'erreur, le besoin d'appartenance et la mémoire émotionnelle. Jugement et identité sont étroitement liés. Décider, c'est affirmer quelque chose de soi, voilà ce que je crois juste. C'est aussi accepter la responsabilité de ce choix, avec ce qu'il comporte d'incertitude et de risque.
Et c'est là que le jugement prend sa dimension humaine, il ne cherche pas la perfection logique, mais l'équilibre entre vérité, sécurité et cohérence intérieure. Lorsque ces trois forces s'accordent, la décision paraît claire, lorsqu'elles s'opposent, le doute devient nécessaire. Le jugement humain, lorsqu'on l'observe de près, ressemble moins à une pesée rationnelle qu'à un tissage de perceptions, de souvenirs et d'émotions. Nous croyons raisonner, mais en réalité nous interprétons en continu. Nos décisions se construisent à partir d'un flot d'informations que le cerveau trie, hiérarchise et transforme selon des filtres acquis au fil du temps. Ces filtres, appelés biais cognitifs, ne sont pas des erreurs morales ou des défauts d'intelligence. Ils sont des raccourcis adaptatifs, des stratégies de survie de l'esprit dans un monde trop complexe pour être entièrement calculé. L'un des plus fréquents est le biais de confirmation. Il pousse à ne retenir que les informations qui confirment nos convictions et à écarter celles qui les contredisent. Ce biais permet de préserver la cohérence psychique, mais il enferme dans une bulle de certitude. On ne cherche plus la vérité, on cherche à avoir raison. Ce phénomène se renforce dans les environnements numériques, les algorithmes des réseaux sociaux sélectionnent pour nous des contenus conformes à nos opinions, nourrissant ainsi un sentiment illusoire de justesse. Un autre biais, dit d'ancrage, influence nos jugements dès la première information reçue. Une valeur initiale, même arbitraire, devient un repère implicite pour toutes les estimations suivantes. Un prix affiché, une statistique, une première impression visuelle fixe une référence dans le cerveau. Tout ce qui vient ensuite est comparé à ce point de départ. L'esprit humain n'évalue pas en valeur absolue, mais en écart par rapport à un repère. Le biais de disponibilité, lui, consiste à juger la probabilité d'un événement selon la facilité avec laquelle on en évoque un exemple. Si les médias parlent beaucoup d'un type d'accident, on croit ce danger plus fréquent qu'il ne l'est réellement. Ce mécanisme repose sur la mémoire émotionnelle, ce qui a marqué l'esprit par l'émotion est jugé plus probable, même si les statistiques disent le contraire. Ces biais illustrent une loi fondamentale du psychisme, l'humain ne cherche pas la vérité la plus exacte, mais la vérité la plus accessible. Son cerveau est conçu pour simplifier, pas pour tout comprendre. Il filtre le monde de façon à maintenir une orientation possible dans un univers d'incertitude. Mais dans un environnement saturé d'informations, cette capacité d'orientation se retourne contre lui. L'accélération du flux cognitif, notifications, choix multiples, injonctions contradictoires, dépasse les capacités naturelles de régulation du cerveau. Nous devons chaque jour trancher dans un océan de données, choisir parmi des options qui se renouvellent sans cesse, et supporter la responsabilité de décisions que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Cette surcharge crée une fatigue cognitive qui fragilise la lucidité. Les psychologues appellent ce phénomène la paralysie du choix. Lorsqu'un individu est confronté à trop d'options, il éprouve une anxiété de plus en plus grande à l'idée de se tromper. Il hésite, reporte, ou choisit au hasard pour mettre fin à la tension. Les études de comportement montrent que plus un choix est complexe, plus la satisfaction finale diminue, car la personne imagine toujours l'alternative qu'elle aurait pu préférer. Dans ce contexte, la qualité du jugement ne dépend plus seulement des capacités intellectuelles, mais de la gestion émotionnelle. Les émotions sont les véritables instruments de mesure du cerveau, elles signalent l'importance, la valeur ou le risque d'une option. Une légère appréhension peut indiquer un danger que la raison n'a pas encore formulé, une impression de calme peut signifier que l'action envisagée s'accorde avec nos valeurs profondes. Les neurosciences affectives ont montré que la raison pure n'existe pas. Les décisions dites rationnelles sont toujours précédées d'une activation émotionnelle. Même les jugements moraux reposent sur une forme d'évaluation affective, une sensation de justesse ou d'injustice. Le cortex préfrontal, qui analyse, ne peut agir sans la mémoire émotionnelle stockée dans les structures du système limbique. Cela signifie que les émotions ne sont pas des perturbations du jugement, mais des composantes essentielles de la décision. Elles fournissent les signaux de pertinence, elles indiquent ce qui compte.
Le problème n'est donc pas l'émotion, mais son déséquilibre. Lorsque la peur, la colère ou l'excitation dominent, elle court-circuite l'analyse. Lorsque l'émotion est niée ou réprimée, la décision devient froide, détachée, parfois contraire à soi-même. L'équilibre consiste à laisser l'émotion informer la raison sans la remplacer. Cette articulation subtile se manifeste dans la vie courante. Un médecin, par exemple, doit parfois trancher rapidement, son instinct clinique l'avertit d'un danger avant même que les données ne soient complètes. Mais il doit aussi ralentir pour vérifier, confronter son ressenti à l'examen rationnel. Un chef d'entreprise peut ressentir qu'une embauche, ne le sent pas, sans pouvoir encore l'expliquer. Cette intuition peut être juste, à condition d'être ensuite analysée. Pourquoi cette impression? Sur quels signes repose-t-elle? La maturité du jugement réside précisément dans cette capacité à dialoguer avec ses propres émotions au lieu de les subir. La société moderne complique cette tâche. Les émotions sont constamment sollicitées, par la publicité, les réseaux, les discours politiques, jusqu'à saturer l'attention. Le cerveau humain, bombardé de stimuli, vit dans un état de tension permanente. Il n'a plus le temps d'intégrer, de hiérarchiser, de laisser mûrir la décision. L'instantanéité remplace la réflexion. Le clic devient le nouveau réflexe du jugement. Ce contexte favorise la domination du système rapide, celui de l'intuition immédiate. Les choix sont dictés par la nouveauté, la peur de manquer, la comparaison sociale. Le cerveau libère de la dopamine, neurotransmetteur du plaisir anticipé, à chaque attente de récompense. Ce circuit, conçu à l'origine pour encourager la curiosité et la survie, est désormais exploité par les environnements numériques. Chaque notification, chaque image, chaque promesse agit comme une micro-récompense. Le résultat est une hyperstimulation qui altère la capacité de discernement. Le jugement devient alors réactif plutôt que réfléchi. Sous l'influence de cette tension constante, le cerveau cherche la satisfaction immédiate, réduire l'incertitude au plus vite. Ce mécanisme explique pourquoi tant de décisions modernes, qu'il s'agisse d'un achat, d'une opinion ou d'un vote, sont prises sous le coup de l'émotion plutôt qu'après analyse. Le besoin d'apaisement l'emporte sur la recherche de vérité. Pour restaurer la lucidité, il faut réapprendre à ralentir. Ce ralentissement n'est pas une paresse, c'est une compétence cognitive. Il permet de réactiver le système réfléchi, d'observer les signaux internes avant d'agir. Des techniques comme la respiration consciente, la marche lente ou la méditation de pleine conscience ont démontré, dans de nombreuses études, leur capacité à réduire l'impulsivité et à renforcer la régulation émotionnelle. Elles redonnent au cerveau le temps de distinguer entre une réaction automatique et une réponse choisie. Mais ralentir ne signifie pas douter de tout. Il s'agit plutôt d'installer un espace intérieur de vérification. Avant de réagir, observez, que ressens-tu? Quelle est la source de cette émotion? Est-elle liée à la situation présente ou à un souvenir? Ce bref questionnement suffit souvent à déplacer le centre de gravité de la décision, on passe de la réaction à la conscience. Le jugement juste n'est donc pas une opération mathématique, mais un état de disponibilité intérieure. Il dépend de la qualité d'attention portée à soi et au monde. Les sages de nombreuses traditions, bien avant l'ère des neurosciences, avaient déjà observé ce phénomène, la clarté vient du silence. Les découvertes contemporaines le confirment, le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas saturé. Un esprit clair ne pense pas plus vite, il pense mieux. C'est cette lucidité calme qui permet de distinguer entre la peur utile et la peur imaginaire, entre l'intuition juste et le réflexe conditionné. Dans un environnement bruyant, la seule manière de retrouver la justesse du jugement est de rétablir le lien entre le corps, l'émotion et la raison. Quand ces trois dimensions coopèrent, la décision devient plus stable, moins influençable, plus cohérente avec ce que nous sommes profondément. Mais cet équilibre reste fragile. Car le jugement humain, même lucide, demeure soumis à une autre variable, le temps.
Décider n'est pas seulement choisir entre deux options, c'est aussi choisir quand agir. Le rapport au temps influence directement la qualité de la décision. L'impatience pousse à agir trop tôt, la peur de se tromper à attendre trop longtemps. Trouver le bon moment exige une forme d'intelligence temporelle, une sensibilité à la durée. Certaines études ont montré que les individus capables de différer une gratification immédiate, attendre une récompense plus grande, plutôt que de céder à la petite satisfaction instantanée, développent une meilleure stabilité émotionnelle et une vision plus cohérente à long terme. Ce n'est pas un trait de caractère fixe, mais une compétence qui s'entraîne. Elle repose sur la conscience du futur, sur la capacité à se représenter les conséquences d'un choix au-delà du présent. Apprendre à attendre, c'est apprendre à décider. Le jugement véritable ne vise pas à éliminer le doute, mais à le traverser avec discernement. Car le doute n'est pas l'ennemi de la raison, il en est la respiration. Sans lui, le jugement se fiche dans la certitude, avec lui, il reste vivant, adaptable, conscient. Le jugement humain ne s'exerce jamais dans le vide. Même lorsqu'il semble purement individuel, il est traversé par la présence d'autrui, par les normes d'un groupe, par le regard implicite de la société. L'être humain ne décide pas seulement pour lui-même, il se situe dans un réseau d'influence où chaque choix devient un message adressé aux autres. Décider, c'est aussi affirmer sa place dans le monde. Depuis l'enfance, nous apprenons à juger selon des repères transmis. Les parents, l'école, la culture enseignent ce qu'il faut considérer comme bien ou mal, vrai ou faux, souhaitable ou dangereux. Ces repères deviennent des cadres de référence qui orientent la perception sans que nous en soyons toujours conscients. Ils forment une grille morale implicite, un système d'interprétation collective. Lorsque nous prenons une décision, ce n'est donc pas seulement notre cerveau qui choisit, c'est tout un héritage de valeurs et d'expériences sociales qui s'expriment à travers nous. La psychologie sociale a montré combien le jugement est influençable. Face à un groupe unanime, la plupart des individus ajustent leurs réponses, même quand celles-ci sont manifestement fausses. Ce besoin d'appartenance, profondément inscrit dans notre biologie, a longtemps été un atout pour la survie. S'accorder avec le groupe, c'était augmenter ses chances d'être protégé. Mais dans le monde moderne, cette tendance au conformisme peut brouiller la lucidité, on juge non plus selon ce qu'on pense, mais selon ce qui est attendu. Cette tension entre authenticité et conformité est au cœur du jugement moral. Un individu doit en permanence arbitrer entre ce que sa conscience ressent juste et ce que son environnement valide. C'est dans cet espace de tension que naît la responsabilité. Car juger, c'est aussi assumer la conséquence de ce qu'on décide, même contre l'opinion dominante. L'histoire montre que les décisions les plus courageuses ne sont pas celles qui suivent la majorité, mais celles qui s'y opposent lorsque la conscience l'exige. La désobéissance éthique, lorsqu'elle est fondée sur une réflexion profonde, rappelle que le jugement véritable ne se résume pas à l'obéissance. Il consiste à exercer sa liberté intérieure dans le respect des autres. Ainsi, le jugement n'est pas seulement un acte cognitif, c'est un acte de maturité morale. La morale, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas une série de règles fixes, c'est une dynamique d'ajustement entre le soi et le monde. Elle évolue avec les contextes, les époques, les découvertes. Ce que l'on jugeait acceptable hier, peut devenir intolérable demain, et inversement. Le jugement moral n'est donc jamais définitif, il reflète un état de conscience collectif à un moment donné. Cette plasticité est une force, elle permet à l'humanité de corriger ses erreurs. Mais elle exige aussi une vigilance constante. Quand la société décide trop vite, sous l'effet de l'émotion collective, elle reproduit au niveau global les biais individuels. Les réseaux numériques en sont l'exemple le plus visible, l'indignation instantanée y remplace souvent la réflexion. Un jugement devient viral avant d'être vérifié, une opinion se transforme en vérité sans passage par la raison. La justice émotionnelle prend le pas sur la justice rationnelle. Dans ce climat, apprendre à suspendre son jugement devient un acte de sagesse.
Suspendre ne veut pas dire renoncer à penser, cela signifie refuser de conclure avant d'avoir compris. C'est une attitude d'écoute active, d'ouverture. Elle redonne au jugement sa fonction première, éclairer, non condamner. Car juger n'est pas toujours punir, juger, c'est aussi comprendre. C'est tenter de relier un acte à son intention, un effet à sa cause, un être à son histoire. Un jugement sans compréhension devient un réflexe moral, une réaction défensive de l'ego collectif. Le véritable discernement naît au contraire du regard nuancé, capable de tenir ensemble la rigueur et la compassion. Cette nuance est aujourd'hui menacée par la vitesse. Nos sociétés valorisent la réactivité plus que la réflexion. On demande aux dirigeants, aux citoyens, aux internautes de se prononcer immédiatement sur tout. Pourtant, la décision juste demande du temps, le temps de penser, d'écouter, de laisser retomber l'émotion première. Dans la lenteur se cache une forme de lucidité, celle qui permet de voir au-delà du moment, d'apercevoir les conséquences. Les neurosciences rejoignent ici la philosophie. Elles rappellent que le cerveau humain n'est pas conçu pour la surcharge décisionnelle. Au-delà d'un certain seuil de complexité, il cherche la simplification. Mais la simplification sans conscience devient réduction. Pour préserver la qualité du jugement, il faut donc ménager des zones de respiration cognitive, moments de silence, espaces de recul, pratiques qui reconnectent à la sensation immédiate du réel. Cette respiration est ce que les philosophes appelaient jadis la sagesse pratique, la capacité d'agir en tenant compte de la situation, du contexte et de la mesure. Elle ne s'enseigne pas seulement par les livres, mais par l'expérience, l'observation, la lente maturation intérieure. Elle consiste à sentir quand il faut décider, quand il faut attendre, quand il faut renoncer. Ainsi, le jugement n'est pas un do, c'est une discipline intérieure. Il s'affine par la conscience de ses propres limites, par l'écoute du corps et par l'attention aux signaux émotionnels. L'individu qui apprend à se connaître devient plus apte à juger justement, il ne projette plus sur le monde ses peurs ou ses blessures. Son regard s'éclaircit, sa décision devient plus alignée avec ce qu'il est profondément. Mais la lucidité individuelle ne suffit pas. Le jugement humain prend toute sa dimension lorsqu'il s'inscrit dans la relation. Nos décisions influencent les autres, tout comme les leurs nous influencent. Dans un couple, une famille, une équipe, une société, chaque jugement contribue à créer un climat collectif, confiance ou méfiance, ouverture ou fermeture, bienveillance ou agressivité. C'est pourquoi le jugement n'est pas seulement une faculté mentale, mais un lien social. Comprendre cela, c'est préparer le terrain du prochain questionnement. Si chaque décision, même intime, façonne la relation, alors il devient essentiel d'explorer la nature relationnelle de l'humain. Car juger, au fond, n'est jamais juger seul, c'est toujours juger avec ou contre quelqu'un. Et c'est dans ce miroir de l'autre que notre conscience se révèle, s'éduque et s'agrandit. Nous verrons dans la partie 20, la métacognition, conscience de soi et liberté intérieure.